C'est Ça va, ça. parti. Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment, très heureux de vous retrouver pour parler, de l'impact environnemental de l'IA en entreprise. Voilà, je pense que, chacun, autour de la table, toutes et tous, il ne se passe pas une journée en ce moment sans qu'on vous parle d'IA, en entreprise et évidemment, chez nous, chez Samy, en tant que spécialiste de l'impact environnemental et l'impact carbone. Donc, quand on parle d'IA, on pense toujours impact carbone. Et donc, le sujet du jour, c'est quel est cet impact environnemental et carbone de l'usage de l'IA et notamment de l'IA générative en entreprise et comment le maîtriser. Et donc, on est vraiment très heureux d'avoir autour de la table, et je les laisserai se présenter, Agathe Goranik, qui est Sustainability Manager chez 55, que je laisserai présenter aussi 55. Grégory Lebourg, qui est Global Environmental Director d'OVH Cloud. Voilà, donc je laisserai Grégory se présenter rapidement OVH, même si je pense que tout le monde connaît OVH. Et donc personnellement, Tanguy Robert, moi je suis cofondateur de Samy. Samy, on est une solution de pilotage de l'empreinte carbone et des indicateurs ESG. Donc voilà, on propose une solution logicielle qui permet aux entreprises de calculer leur bilan carbone, de piloter leur trajectoire de décarbonation et également d'accompagner les entreprises dans leur problématique de reporting RSE. Et donc pour ce webinaire, et encore désolé pour le contretemps technique, on a démarré avec 9 minutes de retard, mais on va essayer de rattraper. L'ordre du jour, si on passe la slide, l'idée c'est d'abord d'avoir une rapide présentation de Grégory et d'Agathe. Et puis voilà, on va partir de l'impact environnemental de l'IA et notamment de l'IA générative au sens plutôt macro, donc vraiment partir un petit peu des dernières études notamment qui sont parues sur le sujet de l'impact environnemental. Et puis ensuite partir un petit peu plus sur le volet micro, en tout cas au niveau de l'entreprise. Finalement, quel est l'impact environnemental et surtout comment l'évaluer, comment évaluer l'impact carbone de l'usage de l'IA. Et puis enfin finir sur quelles solutions pour maîtriser cet impact. Vous avez noté qu'on a utilisé le terme maîtriser par réduire, parce qu'en fait, on est dans une phase d'explosion de l'usage. Donc voilà, déjà pour beaucoup d'entreprises, l'idée, ça va être d'éviter que ça augmente trop, on va dire. Mais évidemment, l'objectif, c'est de réduire. En tout cas, voilà, quelles vont être les solutions qu'on peut mettre sur la table pour faire en sorte que cet nouvel usage soit le moins carboné possible. Ça va être l'objet du dernier point. Et puis, on aura une petite phase de questions-réponses, alors qui sera peut-être un peu écourtée, vu qu'on a commencé un petit peu en retard. Mais l'objectif aussi, c'est que vous puissiez évidemment toutes et tous poser vos questions. Je précise que le webinaire sera bien disponible aussi en replay, c'est enregistré. Et donc, je vous passe la parole, Agathe et Grégory. Et donc, peut-être d'abord Agathe pour présenter 55. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Agathe Goranik. Je suis donc en charge de la durabilité chez 55. Et donc peut-être 55 en quelques mots avant de présenter un peu plus la durabilité. Donc 55, on est une agence de conseil spécialisée en data et en digital. Et donc sur la partie durabilité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la fois travailler la partie interne, donc déjà mesurer et réduire nos propres activités et les missions qu'on réalise pour nos clients. Et ensuite, sur la partie externe, c'est qu'on a une offre dédiée à nos clients qui consiste à mesurer et réduire l'impact environnemental de leurs activités digitales. Et pour faire ces missions pour nos clients, on se base sur des études qu'on a réalisées. Donc, ce sont des études qui sont toutes open source. Donc, on a réalisé une étude sur l'impact environnemental des campagnes publicitaires, ensuite sur les sites web et les outils analytics, et plus récemment sur l'impact environnemental de l'IA générative, donc qui sera globalement l'objet de notre discussion. Et on a aussi participé au rapport du Shift Project qui est sorti très récemment. Voilà pour moi et 55. Je te donne la main, Grégory. Oui, merci Agathe. Merci à Tanguy que j'ai rencontré à Londres lors d'un événement de la Chambre franco-britannique de commerce où justement on parlait des projections en fait des besoins énergétiques de la filière cloud et notamment à l'aune de l'IA. Donc merci pour cette invitation. Alors OVH Cloud, en quelques mots, c'est un cloud service provider, donc c'est le plus gros cloud service provider européen.
Donc, on a dépassé la barre du milliard de revenus. On était à 1,1 milliard de revenus l'an dernier. 3000 collaborateurs, 46 data centers dans le monde et un parc de serveurs installés de 500 000 serveurs. Avec une spécificité, c'est qu'on les conçoit, on les fabrique nous-mêmes. Et surtout, on a décidé de les refroidir à l'eau depuis plus d'une vingtaine d'années en circuit fermé, de manière à assurer une grande efficacité énergétique. Et je pense qu'on y reviendra dans le cadre de nos discussions sur l'IA. Alors, à titre personnel, moi, j'ai embarqué cette aventure d'OVH Cloud en 2018 en étant patron de l'infrastructure pendant 5 ans. Donc, je m'occupais en fait du design, de la planification et du déploiement des data centers et du réseau international. Et c'est fort de cette connaissance profonde de la matérialité des infrastructures cloud que j'ai embarqué l'aventure d'être directeur environnement depuis 3 ans. Et c'est à ce titre-là que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Merci beaucoup Agathe et Grégory et merci de vous prêter au jeu du webinaire. Et donc pour commencer, et je vais te passer la parole à Agathe, l'objectif ça va être de bien comprendre aujourd'hui quel est l'état de la science, l'état des connaissances sur l'impact environnemental et vous allez le voir, on va faire un focus carbone sur l'usage de l'intelligence artificielle. Effectivement, quand on fait nos études, on a tendance à se concentrer d'abord sur la partie carbone, parce que c'est là où il y a le plus de référentiels, ou en tout cas de consensus sur les méthodologies, même si ce n'est pas non plus si simple que ça. Et donc, quand on se focalise sur la partie carbone, on utilise toujours cette répartition entre la partie centre de données, les appareils, donc les ordinateurs et les téléphones, et le réseau qui fait le lien entre les deux. Et donc, on vient à chaque fois donc, analyser l'impact de ces 3 éléments. Et sur le sujet de l'intelligence artificielle, finalement, c'est vraiment les centres de données où se concentre le plus gros des impacts. Parce qu'en fait, c'est vraiment là où on a le plus gros des puissances de calcul. Donc, ça paraît assez logique. Et donc, sur les centres de données, finalement, on va avoir deux gros splits. On a à la fois la partie liée à la fabrication. Donc, dans le rapport du Shift Project, c'est environ 25% de l'impact carbone de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on a la partie électricité, du coup, qui représente les fameux 75%. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent aussi de l'électricité et la fameuse consommation électrique des centres de données. Et effectivement, dans le rapport du Shift, on a aussi des informations sur les évolutions au niveau de la consommation électrique et notamment le chiffre de plus 13% par an sur la consommation électrique des centres de données au niveau mondial, avec la projection d'un x3 d'ici 2030. Donc, on a vraiment une consommation électrique qui est en train d'exploser, liée à l'usage qui lui aussi explose de l'intelligence artificielle. Donc, les deux impacts que moi je vois sur cette partie, à la fois consommation électrique et aussi impact carbone, c'est que justement, on a cette fameuse explosion des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées finalement à ces centres de données qui consomment de plus en plus d'électricité. Toujours dans le rapport du Shift Project, on a un chiffre qui est très intéressant, qui est plus 9% par an sur les émissions de gaz à effet de serre de la filière des centres de données. Et donc, ces plus 9% par an, ce n'est pas du tout compatible avec l'objectif de moins 5% par an dans l'objectif de zéro émission nette. Et en fait, ça, on le retrouve aussi dans le cas des géants du numérique, avec les bilans carbone de Google et de Microsoft, qui, même avant 2023, avaient déjà bondi de plus 48 et 29%. Donc, on peut imaginer qu'après 2023, ça risque de ne pas s'améliorer. Donc, finalement, tout ça pour dire qu'en fait, on a cette trajectoire qui est complètement incompatible avec l'objectif de zéro émission nette, mais aussi avec l'objectif de transition écologique, parce que toute cette électricité qu'on va venir utiliser pour alimenter les centres de données, c'est autant d'électricité qu'on ne peut pas utiliser pour venir chauffer des bâtiments ou pour venir recharger sa batterie de voiture. Donc, on a voilà, cette incompatibilité à la fois par rapport à l'objectif de zéro émission nette et à la fois par rapport à l'objectif de transition écologique. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Grégory, sur ce sujet. Oui, je voudrais quand même mettre ces chiffres un peu en perspective parce que c'est bien beau de pousser des trajectoires comme l'a fait le Shift Project. Et d'ailleurs, en toute transparence, nous avons été au VH Cloud de contributeurs de cette étude. Mais j'ai aussi eu la chance d'être un peer reviewer de l'étude qui avait été sortie par l'Agence internationale de l'énergie
en avril 2025 sur le même sujet, puisque c'était la première fois que dans les modélisations de trajectoire de consommation électrique de la filière, ils arrivaient à différencier, on va dire, l'infrastructure classique du move to cloud, de la digitalisation du monde, on va dire les data centers traditionnels, par opposition, en fait, aux infrastructures avec des serveurs dits dopés, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui sont généralement les plateformes GPU dont on a besoin pour faire l'entraînement notamment des large language models, mais aussi les phases d'inférence. Bon. Moi, ce que j'observe par rapport à ça, alors déjà, tous ces chiffres-là, ils donnent un peu le tournis, mais juste pour peut-être donner un peu de sens à ces chiffres-là, quand on parle de 420 TWh de consommation électrique dans les data centers à date, eh bien, c'est à mettre au regard de la consommation d'un pays comme la France, tous usages confondus, qui est de 440 TWh. Donc, c'est effectivement extrêmement significatif. Après, je pense que les hypothèses prises par le Shift Project manquent un petit peu d'analyse de sensibilité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partis effectivement d'un scénario tendanciel d'une croissance de 13% par an organique, qui a été observé sur les 5 dernières années. Donc, c'est un fait. Et juste pour remonter un peu dans le temps, 5 ans avant, on était sur une croissance de 7% par an. Et 15 ans avant, on était plutôt sur quelque chose d'assez stable. Donc on voit bien qu'il y a un emballement du système et que toutes les mesures mises en œuvre par les cloud service providers pour gagner en efficacité énergétique, sur les chipset manufacturers, pour gagner en efficacité aussi sur le matériel, elles s'essoufflent un peu. Tous ces leviers technologiques s'essoufflent. Pour autant, il y a des choses qu'on ne regarde pas bien, à mon avis, dans cette étude, qui sont notamment quid de l'algorithmie que l'on va mettre en place par rapport à ces modèles. Quand on voit un petit peu le dynamisme qu'il y a sur la quantisation des modèles, quand on voit le dynamisme qu'il y a sur le volume de datasets, le nombre de paramètres, pour des qualités in fine de résultats qui sont tout à fait comparables, on sent qu'il y a quand même un levier de développement qui va être extrêmement fort. Difficile certainement de mettre des chiffres sur cette réalité, mais il faut prendre ça en compte. Bon, ça peut être un premier vent contraire sur les chiffres qu'on nous annonce en termes d'augmentation d'énergie. Après, il y a un deuxième sujet qui est beaucoup plus pratico-pratique, c'est que, comme vous l'avez dit, on parle un petit peu peut-être d'une bulle qui est en train de se créer, et pourquoi pas d'un éclatement de la bulle. Donc, quid en fait de l'accès au financement. Aujourd'hui, les grands acteurs des LLM sont des gens qui généralement utiliser leur trésorerie pour pouvoir faire leurs investissements, mais ils ont de plus en plus de recours aujourd'hui à la dette. Quid de la capacité d'aller chercher de la dette à des taux qui sont intéressants, à un moment où on questionne quand même le business model de tous ces outils-là. On n'est pas encore sûr derrière du return on investment qui sera proposé. Donc on peut avoir aussi un éclatement de la bulle au sens où les gens vont se rendre compte que finalement tous ces usages d'IA que l'on promet, finalement, ils arrivent peu à converger dans le domaine de l'entreprise. Et là, moi, je vous propose un chiffre qui m'a été reporté. Aujourd'hui, 95% des proof of concept qui sont lancés par les entreprises sont abandonnés, en fait. Il n'y a que 5%, en fait, du move to AI, du move vers l'intelligence artificielle qui se transforme en vrai projet. Et pour plein de raisons, parce que simplement, la qualité des résultats et la réponse à des fonctionnalités attendues n'est pas là. Ça peut être aussi le bouleversement organisationnel, parce que c'est bien beau de dire que l'IA va faire plein de choses, mais après, il faut l'accompagner d'un point de vue organisationnel. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour faire en sorte que l'adoption ne soit pas aussi massive ou soit plus lente que prévu. Et enfin, on en a parlé, on est dans une logique où aujourd'hui, il y a quand même une concurrence d'usage, notamment sur l'accès à la ressource électrique, pour tout un tas d'autres sujets. Et Agathe en a parlé, l'électrification de la mobilité, l'électrification du chauffage des bâtiments, que ce soit les bâtiments tertiaires ou résidentiels, et aussi l'électrification de l'industrie dont on parle beaucoup. On parle beaucoup de la sidérurgie, de la verrerie. Et là, on parle sur des industries qui sont tout aussi électro-intensives que les data centers. Donc là, on aura peut-être aussi une logique de ce qu'on appelle l'energy crunch, qui fait que tous ces beaux projets dont on parle ne pourront peut-être pas se réaliser. Moi, je tablerai plutôt sur une trajectoire qui nous donnerait un résultat de doublement, en fait, donc pour arriver à 900 TWh en 2030, qui correspond quand même aux hypothèses prises par l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie. Et je rebondis sur ce que vient de dire Grégory, parce qu'effectivement, donc ce graphique, il est très riche, mais très, très intéressant. Donc, juste pour redire ce qu'ont dit Agathe et Grégory, tout en haut, la courbe bleue claire, c'est donc la courbe le scénario projeté par le Shift Project d'adoption massive de l'IA. La courbe rouge, c'est, comme le disait Grégory, donc sur la tendance actuelle des 5 dernières années. Et donc, finalement, les scénarios alternatifs dont parlait Grégory en fonction de l'amélioration des algorithmes ou de phénomènes macroéconomiques qui sont les courbes en points vertes et rouges. Donc, voilà, vous aurez accès évidemment au replay, à ces slides.
Mais voilà, c'était juste pour bien clarifier parce que c'est finalement quelque chose, c'est une slide qui est très riche. Et peut-être pour préciser aussi, vous pouvez poser vos questions auxquelles on répondra à la fin du webinaire dans le chat auquel vous avez accès. Peut-être Grégory, là on parle de carbone, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus aussi sur, voilà, rappeler qu'on va se focus sur le carbone, mais qu'il y a d'autres impacts environnementaux? Oui, bien évidemment. Alors, comme toute activité en fait humaine et activité industrielle en particulier, notre histoire, elle est multifactorielle. Donc, on parle effectivement beaucoup aujourd'hui du besoin en fait en électricité et donc des émissions embarquées par la production électrique. Mais par contre, ce que l'on oublie aussi, c'est que ces systèmes, il faut les refroidir et qu'une des solutions pour les refroidir de manière efficacement et donc consommer moins d'électricité tout étant égal par ailleurs, c'est d'utiliser en fait du refroidissement évaporatif. Et le refroidissement évaporatif, c'est donc en bout de chaîne des data centers, quelle que soit la stratégie d'ailleurs de refroidissement à l'intérieur des data centers, hein, que ce soit refroidissement avec de l'air conditionné qui après va échanger les calories avec des boucles d'eau glacée, ou que ce soit nativement comme nous on le fait, de la capture au cœur de la chaleur à travers ce qu'on appelle des cold plates pour récupérer la chaleur des CPU ou des GPU, et puis des échangeurs à l'arrière des baies pour le reste des composants. Quelle que soit finalement cette technologie de capture, le fait d'utiliser en boucle ouverte à l'extérieur des bâtiments du refroidissement évaporatif permet de gagner énormément en efficacité. Mais par contre, ça consomme de l'eau. Alors, il y a plein de technologies pour éviter d'en consommer beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la consommation de l'eau pour la production de l'électricité. Hein. Parce que pour le coup, on a aussi cette notion de scope dans l'eau. Hein. Le scope 1, l'usage direct, ce serait l'eau de refroidissement. Et le scope 2, l'usage indirect, ce serait en partie l'eau nécessaire pour la production de l'électricité. Hein. Juste pour donner un chiffre, pour refroidir aujourd'hui un data center, en moyenne, on est entre 1 et 1,5 litres par kilowattheure d'eau, le kilowattheure étant l'énergie dont ont eu besoin les serveurs. Eh bien, pour produire de l'électricité en France, on est de l'ordre de 1 litre par kilowattheure aussi, quand on regarde le rapport d'EDF. Hein, parce qu'il y a encore beaucoup de machines thermiques qui font ça. Donc l'eau, c'est un sujet, à un moment où effectivement, on fait face à du stress hydrique important. Et c'est d'autant plus un sujet que quand on parle, je reviens sur l'intelligence artificielle, de gigafactory, on parle de data center d'1 gigawatt. Okay, donc, si on prend 1 litre par kilowattheure pour les refroidir fois 1 gigawatt, faites le calcul, ça fait des millions de mètres cubes. Et des millions de mètres cubes qui vont être pris localement dans un aquifère. Et c'est ça le gros problème. Autant l'électricité est diffuse et peut être produite ailleurs dans le réseau, autant l'eau dont on a besoin, elle va être récupérée, pompée localement. Donc, ça met une pression sur le milieu qui est importante. Ça, c'est le deuxième sujet, donc l'eau. Et le troisième sujet qui est très important, c'est l'épuisement des ressources abiotiques. Épuisement des ressources abiotiques, parce que tout ce dont on parle là, toute cette infrastructure, hein, les data centers sont des grosses usines, beaucoup de chaînes de distribution électrique, les microprocesseurs, ce sont des semi-conducteurs avec beaucoup de besoins en minerais, eh bien on a un épuisement des ressources minérales. Il y a des chercheurs qui prévoient que d'ici 2050, donc d'ici 25 ans, on aura besoin d'excaver autant de minerais que ce qu'on a fait depuis l'âge de bronze ou l'âge de fer, donc depuis on va dire 3000 ans. Donc ça donne un petit peu le vertige à un moment où, bien évidemment, on a aussi besoin de ces minerais-là pour d'autres usages, et notamment, pour refaire encore écho à ce que disait Agathe, l'électrification de la mobilité, la production aussi d'électricité renouvelable, tout ça fait appel à ces minerais-là, et donc il faut savoir les partager. Il y a aussi un quatrième impact qui est important, qui est donc l'artificialisation des sols. On en parle très peu dans notre industrie, je trouve ça dommage, mais tous ces gros data centers dont on parle, ils prennent de l'espace et ils viennent finalement artificialiser des terrains qui étaient gorgés de vie avant. Donc nous, on promeut par exemple chez OVH Cloud, on promeut vraiment un modèle deep brownfield, donc de réemploi de friches industrielles, rendu vraiment possible par le fait qu'on fait une technologie de refroidissement qu'on appelle de l'indirect free cooling. Hein, donc on n'a pas besoin de climatiser, de gérer les flux d'air à l'intérieur des bâtiments, tout est capturé à cœur avec des boucles en circuit fermé. Donc voilà, on va dire, un levier technologique opérationnel qui nous permet de généraliser ce modèle de réemploi de friches, mais on pense que la filière pourrait aussi se gratter la tête et convertir des bâtiments industriels pour les rendre absolument compatibles avec le refroidissement à l'air, si nécessaire. Merci beaucoup Grégory. Et donc oui, pour un petit peu, je trouve qu'en conclusion de tout ça, on voit que voilà, les scénarios au niveau global de finalement impact carbone de l'usage de l'intelligence artificielle. Alors, il peut y avoir débat et c'est sain et c'est normal sur finalement les différents scénarios. C'est tout le principe aussi de tracer des courbes prédictives, c'est que ce n'est pas une science exacte et donc ça dépend d'énormément de facteurs. Quand même, un point commun, c'est qu'on sait que ça va augmenter beaucoup.
La question, c'est de combien? Ça dépend de pas mal de facteurs. Et donc, maintenant qu'on a dit ça, ce qui va être intéressant, c'est au-delà de ce que vont pouvoir faire éventuellement les entreprises ou les pouvoirs publics au niveau global, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise? Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de responsables RSE qui justement se posent la question de finalement, voilà, je vois un usage qui augmente beaucoup, un usage interne, un usage éventuellement externe. Si je suis éditeur de logiciels, je vais développer des fonctionnalités à base d'IA générative. Comment comment évaluer un petit peu cet impact? Comment je peux avoir un calcul plus ou moins précis en fonction de quelles données sont disponibles? Et donc, avant de passer la parole à Grégory et Agathe pour rentrer un petit peu dans le détail, notamment des derniers rapports qui sont sortis de la part de différents providers comme Mistral ou Google, peut-être donner le point de vue, nous, au niveau un petit peu bilan carbone chez Samy. C'est d'une part, il y a un point important, c'est que voilà, alors nous chez Samy, et puis c'est le cas de beaucoup d'autres prestataires qui accompagnent les entreprises dans leur bilan carbone, depuis nos débuts, on a toujours poussé nos clients à intégrer l'impact carbone des services numériques, au sens large, utilisés dans leur bilan carbone. Et de façon précise, c'est-à-dire en collectant des données physiques, donc nombre de CPU, etc., sur les data centers, des données physiques sur la flotte, donc sur la partie plutôt matérielle, et sur l'usage. Donc plutôt qu'une simple estimation, ce qui peut exister via des dépenses en euros. Donc je dis, j'ai dépensé X euros chez mon provider de cloud, donc c'est tant de CO2. Bon, ça c'est un peu la méthode bête et méchante qui donne une estimation pas très précise. Mais voilà, depuis déjà pas mal d'années, on sait calculer de manière un peu plus précise, encore une fois, la comptabilité carbone, ce n'est pas une science exacte, mais un peu plus précise, l'impact des services numériques au sens large, sur la base des meilleures méthodologies et données disponibles. Donc, voilà, il y a en France pas mal de groupes de travail qui travaillent sur la question, comme Boavista, par exemple. Et donc, si vous connaissez la ressource du plan carbone général, je vous invite à consulter la section numérique, qui est un petit peu justement un état de l'art, et on mettra le lien en envoyant le replay, un état de l'art justement de comment calculer l'impact carbone des services numériques en entreprise. Avec, encore une fois, toujours finalement une méthode A, B, C, D, en fonction de la donnée disponible, qui va être plus ou moins précise, mais qui permet quand même d'avoir un calcul pour l'empreinte carbone. Maintenant, si on fait un focus sur le sujet IA, qui finalement est partie intégrante du sujet numérique, l'année 2025, nous, on voit ça chez Samy comme vraiment la première année où l'impact carbone de l'utilisation de l'IA commence à être intégré dans les bilans carbone des entreprises, c'est-à-dire et de manière spécifique. Alors, concrètement, nous, chez Samy, pour l'instant, ce qui va être souvent calculé, c'est finalement l'impact lié à l'usage des solutions d'IA générative grand public, donc pour un usage professionnel, donc voilà, les chatbots que tout le monde connaît, qui commencent à être utilisés de façon assez importante. En 2025, nous, on calcule le bilan carbone étant souvent plutôt sur une donnée annuelle des bilans 2024. Donc en 2024, finalement, il n'y avait pas encore énormément d'usages, mais on estime que 2026 va devenir finalement un petit peu la norme d'intégrer une sous-catégorie IA dans la catégorie numérique du bilan carbone, puisque courant 2025, en 2026, on va faire des bilans de 2025, et courant 2025, il y a une forte progression des usages en entreprise. Et donc, naturellement, la question qui se pose, c'est quelle est l'empreinte carbone associée à tout ça. Et donc, en tout cas, nous, en tant que provider de services, on va pousser nos clients à le faire, à intégrer le calcul d'empreinte carbone lié à l'usage de l'IA, en se basant sur les méthodologies qui existent. Donc, et je vais citer du coup la méthodologie publiée par Ecologits avec quelques ajustements, mais qui demande du coup des données d'entrée comme quel provider, est-ce que c'est OpenAI, est-ce que c'est Mistral, est-ce que c'est Google, dans quel pays le data center est-il localisé, ça va du coup ça va donner quel niveau d'impact carbone d'électricité, quel modèle, quel nombre de tokens si c'est connu, ou alors une estimation du nombre de requêtes. Voilà, encore une fois, en fonction du niveau de données disponible dans l'entreprise, demander des données qui permettent d'avoir une estimation, c'est toujours une simple estimation, de l'empreinte carbone.
Mais voilà, les méthodologies actuelles reposent sur pas mal d'estimations et approximations, notamment parce que les providers ne donnent pas toutes les informations nécessaires à un calcul précis. Et donc, je laisse justement Grégory parler un petit peu plus en détail de voilà, qu'est-ce qu'on a eu comme information publique à date et comment un petit peu les prendre et les analyser et les utiliser pour éventuellement faire des calculs. Oui, mais peut-être un propos liminaire pour parler, faire écho à ce que tu disais sur le besoin de précision et de transparence. Je voudrais juste vous témoigner ce qu'on fait chez OVH Cloud et après, à vous d'avoir votre esprit critique pour aller valider tout ce que je vous raconte. Mais globalement, tout part en fait, d'un bilan carbone à l'échelle de l'entreprise qui est sincère et véritable et qui est le plus exhaustif possible. J'ai bien conscience que, notamment sur le scope 3, hein, sur toute la chaîne de valeur, avec toutes les contributions amont-aval, c'est compliqué. Par exemple, chez OVH Cloud, comme on est très intégré verticalement, qu'on manufacture nos propres serveurs, qu'on en assure le cycle de vie, qu'on réemploie nos composants, qu'on les recycle, et aussi parce qu'on construit nos propres data centers, il se trouve qu'on a une dépendance finalement à l'écosystème qui est beaucoup plus faible. Donc c'est peut-être plus simple pour nous d'avoir une comptabilité exacte. Mais admettons que chaque entreprise fasse bien le travail via une lecture directe sur des unités d'œuvre physiques ou via des proxys financiers, faute de mieux. Quand on a un bilan carbone d'entreprise propre, il n'y a aucune raison objective de ne pas être capable de transformer cette vision flux, par exemple du GHG protocole, en une vision, en analyse de cycle de vie à l'échelle des services que l'on vend. Donc, ce que je veux finalement vous alerter sur le fait qu'aujourd'hui, un cloud service provider doit être capable d'estimer pour chacun de ses services, que ce soit du cloud privé, du cloud multi-tenant, du cloud public, que ce soit des plateformes d'IA, doit être capable normalement de dériver des chiffres macro d'entreprise à l'échelle des services qui sont consommés par vous-même. Il n'y a aucune difficulté intellectuelle de le faire. Alors, et donc, moi, je parle de ce postulat-là parce que nous, c'est une initiative qu'on a fait depuis maintenant plus de 3 ans avec notre calculatrice carbone, qu'on transforme maintenant en impact tracker, justement pour le rendre multifactoriel. Et donc, voilà, le retour de nos clients est fantastique, la précision est très haute. Il y a des cabinets d'analyse dont c'est le métier d'aller regarder les méthodologies qui font des benchmarks. Donc, je vous invite aussi à aller voir les benchmarks faits par une société qui s'appelle IGO, société de consulting en stratégie de décarbonation du numérique, et qui a fait donc un très beau travail d'analyse des différentes calculatrices qui sont disponibles. Et on voit bien les grandes différences. Et comme le disait Tanguy, il y a des référentiels méthodologiques. Le PCR Data Center et Cloud de l'ADEME en est un. L'ICT Sector Guidance du GHG Protocol en est un autre. Encore une fois, il y a les outils intellectuels pour le faire. Alors, les derniers rapports sont assez intéressants parce que Mistral, auquel tu faisais référence, Tanguy, a fait quelque chose de très intéressant, donc notamment en multicritères, puisqu'ils se sont intéressés aussi à l'impact de l'eau et à l'impact des ressources abiotiques en analyse de cycle de vie. Alors, eux ont ramené tout par prompt, en fait, puisque leur job, c'est finalement de créer un LLM et de le voir consommer à travers une interaction avec la machine qu'on appelle un prompt. Eux, ce qu'ils ont fait, alors je ne sais pas si c'est la bonne unité d'œuvre, mais en tout cas, c'est aujourd'hui le choix fait par ces fournisseurs de modèles de se ramener en unité d'œuvre par prompt. On pourrait raisonner par token, on pourrait raisonner par plein d'autres choses. C'est aujourd'hui par prompt. Et eux disent, finalement, un prompt chez nous, eh bien, les émissions, c'est 1,14 g d'équivalent CO2. Et l'usage de l'eau, ça va être 45 millilitres d'usage de l'eau. Encore une fois, en vision cycle de vie complète, avec les phases d'entraînement et les phases d'inférence, les phases d'usage du modèle. Bon. Ça nous semblait, nous, quand on a analysé les chiffres, puisqu'on a vraiment l'habitude d'analyser ce genre de choses, ça nous semblait être plutôt bien fait, très cohérent. Et quand on regarde la note de doctrine associée à cette méthodologie, on voit un travail qui est complet et sérieux. Bon. Au même moment, donc ça, ce sont des chiffres qui ont été diffusés fin juillet de cette année. Et puis, quelques semaines après, donc Gemini, plateforme de Google, donc quand même une société très sérieuse, fait exactement le même travail. Ils le font également multicritères, mais eux n'arrivent pas à s'intéresser aux ressources abiotiques, ils s'intéressent donc aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau, ce qui est déjà très bien. Par contre, pour la même réalité, pour un prompt sur Gemini, les chiffres sont les suivants: 0,03 g d'équivalent CO2 et 0,26 millilitres de consommation d'eau par prompt. Donc je vous redonne en perspective des chiffres de Mistral, ça veut dire que un prompt sur Gemini est 38 fois moins émissif qu'un prompt sur Mistral AI et 173 fois moins gourmand en eau qu'un prompt de Mistral AI. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Absolument pas. Et c'est impossible que les modèles ne soient pas les mêmes sur le nombre de paramètres, que les plateformes d'entraînement de GPU ne soient pas les mêmes, qu'elles ne soient pas orchestrées de la même manière dans le data center, que le mix énergétique du pays dans lequel on est ne soit pas le même, parce qu'il y en a qui sont, par exemple, entraînés aux États-Unis, peut-être dans des États qui sont
moins carbonée, ce que je ne crois pas, hein, mais il pourrait y avoir des raisons objectives. Et donc, à mon sens, on devrait trouver peut-être un facteur 2 ou une division par 2, mais on ne pourrait pas trouver des ordres de grandeur aussi différents. Bon, quand on se penche sur le sujet, et ce n'est pas votre job, vous, client, de le faire, c'est notre job, nous, spécialistes, de le faire. Quand on regarde effectivement l'approche méthodologique de Google, on voit qu'il y a tout un tas de biais méthodologiques. Par exemple, sur le front de l'énergie, ils vont considérer uniquement les facteurs d'émission d'électricité en market-based et dont on les mettra à zéro parce qu'ils se couvrent en énergie renouvelable. Mais la réalité physique, c'est qu'il faudrait prendre les location-based, qui dépendent vraiment du mix énergétique du pays dans lequel est installé le data center. Sur l'eau, je refais écho à ce que je vous expliquais sur l'usage de l'eau dans notre filière. Ils ne prennent que l'usage direct de l'eau dans les data centers pour les refroidir, mais pas toute l'eau dont on a eu besoin en première instance, par exemple, pour produire de l'électricité, ou encore pour, par exemple, faire la gravure des semi-conducteurs, pour aller faire l'excavation des minerais, etc., etc. Bref, on voit donc que c'est finalement un problème de périmètre et d'approche méthodologique. Et donc, c'est très compliqué parce que ça rajoute finalement de la complexité pour des clients de se dire, tiens, je vais faire un move to cloud et un usage d'IA chez X ou chez Y, et je vais essayer de comparer. Bien sûr, je vais reporter après, il y a aussi une logique de reporting, mais je vais d'abord comparer à des fins d'arbitrage. Eh bien, aujourd'hui, on n'est pas du tout à isopérimètre. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de discuter avec des sociétés comme Samy ou des sociétés comme IJO, qui, elles, vont être capables de finalement utiliser une sorte de miroir déformant pour réaligner un peu tout ça et vous donner au bout du bout la version la moins fausse. Comme l'a dit Tanguy, ce n'est pas une science exacte, ce truc-là. Mais enfin, il y a quand même des choses qui progressent très vite et on arrive à avoir des ordres de grandeur qui sont assez satisfaisants. Ou 55 aussi, ça marche aussi. Ou 55, mais tu es présent. Et justement, Agathe, je te laisse la parole, Ouais. effectivement, pour parler un petit peu sur le calcul. Ouais, vas-y. Effectivement, quand j'ai rigolé en disant 55, c'est parce qu'on a réalisé notre propre calculateur, étant donné qu'il n'y a pas forcément un référentiel aujourd'hui qui fait foi pour tous les acteurs du marché. Donc, on a réalisé ce calculateur que vous pouvez complètement consulter et dont la méthodologie est open source. Et donc, ce calculateur permet d'avoir une première estimation en renseignant quelques informations pour savoir finalement, quand je réalise cette tâche, quel sera l'impact environnemental. Peut-être pour expliquer rapidement sur comment on a fait pour obtenir ces résultats, vu qu'il n'y a pas forcément de méthodologie, je vais juste expliquer comment on a fait. On a donc choisi des modèles open source, donc pas forcément pas les modèles privés qui existent, mais vraiment des modèles open source. On a déployé ces modèles open source sur des machines virtuelles et on a mis en place une sorte de tracker, un peu comme un chronomètre, pour savoir le temps qu'il faut à la machine pour réaliser la tâche. Et ça nous a permis ensuite de traduire ce temps machine en impact carbone et en électricité consommée. En faisant cet exercice-là, on a pu du coup identifier qu'est-ce qui va faire qu'une tâche génère plus ou moins d'impact. Donc, ce qui va avoir de l'impact, c'est ce que vous évoquiez, Tanguy et Grégory, c'est la localisation des data centers. Effectivement, en fonction de où se trouve le data center, on va avoir une électricité qui est plus ou moins carbonée. Ensuite, c'est quelque chose d'assez mécanique, mais tout simplement le nombre de prompts. Plus on a de prompts, plus on a d'impact. Et ensuite, on a observé quelque chose qui est peut-être un peu plus nouveau et original, c'est la taille du résultat. C'est-à-dire que si on a un texte de 1000 mots en sortie, ben, ça va être 10 fois plus impactant qu'un texte de 100 mots. Et souvent, on a tendance à se dire « Ah, il faut que je fasse un prompt court ». Mais en fait, le prompt, ce n'est pas vraiment ce qui va avoir de l'impact, c'est vraiment le résultat qui va générer plus ou moins d'impact. Et enfin, bien sûr, la taille du modèle qui, lui aussi, a de l'impact, mais dans une moindre mesure par rapport aux autres éléments. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que, étant donné que ce sont ces paramètres-là qui ont de l'influence sur l'impact carbone, c'est aussi ces données-là dont on a besoin pour calculer l'impact carbone de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Sauf que je ne vais pas faire de sondage, mais je ne sais pas parmi vous qui dispose de ces données. Et c'est bien ça le problème, c'est que souvent, en fait, on dispose de très peu de données. Les collaborateurs vont directement sur les chats qu'ils préfèrent, ou alors on peut avoir quelques contrats avec des fournisseurs de modèles, mais finalement, on va manquer vraiment de données. Et donc, la solution, c'est soit on arrive à mettre en place une architecture où on arrive de manière très rigoureuse à récupérer chacune de ces données, ou alors, par une méthodologie, on arrive à estimer ces informations-là pour avoir une estimation
de l'impact carbone qui nous permettra ensuite de définir un plan d'action pour la maîtriser et faire en sorte qu'elle soit la plus réduite possible. Merci beaucoup, Agathe. Et donc, voilà, maintenant qu'on a un petit peu compris justement quels étaient les paramètres influençant un petit peu l'impact carbone, ça donne déjà quelques pistes sur comment maîtriser cet impact, puisque une fois qu'on a les paramètres qui sous-tendent le calcul, on peut essayer d'identifier les leviers. Mais peut-être justement en identifiant un peu deux types de leviers. D'abord, des leviers peut-être finalement plus dans les mains des providers. Et donc, Grégory, je te passerai la parole pour expliquer un petit peu, notamment chez OVH, ce que vous faites. Et puis ensuite, plutôt à l'échelle vraiment de l'entreprise, finalement, quels sont les tips, les conseils Green IT spécifiques au sujet de l'IA pour essayer de réduire l'impact carbone, en tout cas de le maîtriser face à cette explosion de l'usage. Et donc, Grégory, je te laisse la parole. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe derrière le rideau rouge? En fait, c'est qu'un cloud service provider responsable, lui, doit s'assurer, tout étant égal par ailleurs, à puissance de calcul et à volume de stockage donné, de réduire donc l'impact environnemental. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas uniquement parler de VH Cloud, je vais aussi parler des tendances de la filière pour un petit peu ouvrir les horizons. Il y a deux choses. Je vous expliquais qu'il y a une stratégie qui est le refroidissement en fait en direct liquid to chip et en rear door heat exchange. Donc refroidissement, le water cooling, le fameux water cooling. Une stratégie que nous on a embarquée depuis la création de l'entreprise depuis 25 ans. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur les plateformes de GPU, donc qui sont celles qui font fonctionner l'IA, il n'y a pas le choix. Donc aujourd'hui, on voit quand même un shift de l'industrie massivement vers ces technologies-là, simplement parce que des baies de 50 kW, 100 kW, on parle même de baies à 1 MW, on n'arrive plus à les refroidir à l'air. Ça ne fonctionne pas. Donc du fait de cette contrainte technologique, il y a une vraie opportunité pour voir des plateformes qui vont être extrêmement vertueuses. Alors, ça veut dire quoi sur refroidissement à l'eau au bout du bout? Ça veut dire que l'efficacité du data center est bien meilleure. C'est ce qu'on mesure au travers du PUE, le Power Usage Effectiveness, qui est le ratio entre l'énergie consommée par le data center et l'énergie consommée par les serveurs, qui est celle qui nous intéresse au bout du bout. Donc c'est un ratio au-dessus de 1, une sorte de rendement inversé. La moyenne de l'industrie est de 1,55, 1,56. C'est sur un plateau depuis 4 ans et ça vient de valeurs bien supérieures dans le passé. Donc il y a une amélioration continue de l'industrie. Et juste pour illustrer le point, la technologie de refroidissement à l'eau qu'on utilise nous permet d'afficher un PUE de 1,24 mondialement et dans nos meilleurs sites de 1,19. Et en constante progression. Aujourd'hui, marginalement, on est sur des PUE de 1,12. Donc ça fonctionne cette histoire-là. Il y a aussi une autre technologie qu'on appelle le refroidissement immersif, qui est la capacité en fait de mettre les serveurs dans un fluide non conducteur, un fluide diélectrique, de l'huile en fait, pour simplifier, et d'aller créer soit une convection forcée, soit une convection thermodynamique naturelle, de manière à aller récupérer à cœur les calories. Bon. Tout ça, c'est bien. Et ça, à la limite, pour vous, c'est agnostique. C'est finalement de la quincaillerie dans le back-end. Faut que les data centers soient efficaces. Bon. Il y a aussi les fabricants de chipsets. Donc, quand on regarde la gamme de NVIDIA et qu'on regarde un petit peu les performances, le nombre de TFLOPS ou de TFOPS en fonction des phases d'entraînement ou des phases d'inférence, on est sur des métriques qui sont très intéressantes. Les nouvelles générations sont 100 fois, 120 fois, 130 fois plus efficaces que les générations d'il y a 2 ans. C'est la fameuse loi de Koumé que les semi-conducteurs suivent depuis maintenant des années. Et il est juste de finalement voir que les GPU ne dérogent pas à cette règle, ce qui est plutôt intéressant. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est la partie un peu macro, c'est d'avoir du hardware de plus en plus efficace d'un point de vue énergétique et d'avoir des systèmes de data center de plus en plus efficaces. Ça, on va faire notre job. Après, la réalité, c'est qu'il y a aussi la manière dont on va venir consommer ces ressources de calcul ou de stockage. Et là, je vous donnerai 2 exemples que les cloud service providers devraient en fait vous offrir. Si vous êtes dans une logique de déploiement, par exemple, de AI deploy, où vous allez avoir votre dataset privé, vous allez faire votre deep learning, votre machine learning, etc. Là, vous allez être en toute autonomie. Vous allez certainement venir consommer des GPU et du stockage sur des plateformes de cloud public. Très bien. Mais là, c'est là où je reviens sur les sujets qui étaient évoqués par Tanguy de transparence et de mesure. Notre job est de vous dire, en fonction des GPU et de l'endroit où vous allez mettre vos workloads, quel va être l'impact carbone, notamment pour ne parler que de ça. C'est vraiment fondamental, cette information vous soit donnée, de manière à ce que vous puissiez faire des arbitrages. Et je donne des exemples très simples. Si vous n'avez pas de problème de résidence de données, si vous n'avez pas une logique de territorialité de vos données,
vous auriez intérêt à venir entraîner votre modèle plutôt au Canada ou en France plutôt que de le faire en Pologne ou en Inde. C'est juste une évidence d'un point de vue du mix électrique. Encore faut-il qu'on vous donne les informations. Et juste pour vous expliquer, entre la Pologne et typiquement et le Canada, sur des plateformes de GPU H100 où vous allez faire traîner un modèle par exemple pendant une semaine, vous allez baisser vos émissions carbone de 85% en le faisant au Canada plutôt qu'en Pologne. Donc ça, c'est vraiment un levier très intéressant. J'oublie cet aspect AI Deploy pour en venir à la consommation des Large Language Models. Donc aujourd'hui, il y a plein de solutions, ce qu'on appelle les endpoints par exemple, où là, on va vous faire consommer en fait du modèle à la demande via des API. Ça, c'est vraiment la manière facile d'aller consommer en fait ces modèles-là. Le job d'un cloud service provider, c'est de faire deux choses. D'aller chercher la quantisation la plus faible, de manière à avoir effectivement le modèle avec des précisions attendues de résultats au bout du bout, mais avoir le modèle le plus léger possible. Et donc un besoin en calcul, donc un besoin en performance des plateformes GPU amoindri. Ça, c'est un vrai job. Et surtout, ce modèle-là de l'héberger sur des plateformes dont on a choisi la GPU minimale pour le faire fonctionner. Et ça, c'est aussi très important pour vous d'aller questionner en fait ces consommations d'IA en demandant à votre cloud service provider qu'est-ce qui a présidé à son choix de modèle, donc quel modèle il a choisi, et son choix aussi de plateforme pour le faire fonctionner. Ça, c'est très intéressant. Et après, il y a d'autres sujets aussi, c'est que ces consommations sur plusieurs modèles, elles peuvent être orchestrées de manière à venir router une demande vers le modèle le plus approprié. Et ça, c'est aussi très important d'avoir ces valeurs ajoutées en fait de gestion. Par exemple, nous, on a une vingtaine ou pratiquement pas loin de 30 modèles qui sont disponibles sur nos AI Endpoint, et on est capable, via ces orchestrations, de venir vous envoyer vers le modèle le plus efficace par rapport à votre demande, dans l'endroit qui sera le plus efficace, donc le moins délétère pour l'environnement. Et on peut même imaginer, si on tire derrière le fil, que pour tout un tas de requêtes que vous aurez à faire, qui ne seront pas des requêtes real-time, où vous pourrez attendre en temps différé, par exemple du process de prompt, en gros, que vous pourrez faire la nuit ou le week-end, et pour lesquels vous n'avez pas besoin des résultats instantanément, on peut aussi imaginer qu'un cloud service provider vienne traiter ces requêtes-là en fonction du mix énergétique disponible dans le pays. Et pour faire simple, se mettre finalement en 24/7 en cohérence avec la production d'énergie solaire sur les panneaux solaires et la production d'éolien dès qu'il y a du vent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très prometteur, pour autant que le client soit d'accord de travailler de manière asynchrone. Et il y a plein d'usages pour ça. Vous voyez, finalement, c'est de bien comprendre la matérialité des choses et aussi d'adapter sa consommation de l'IA en fonction de ce qui est capable de fournir le cloud service provider. Merci Grégory. Est-ce que Agathe, tu peux nous en dire un petit peu plus sur quand on se place du niveau de l'entreprise, quel finalement réflexe on peut avoir pour réduire cet impact carbone de l'usage de l'IA? Complètement. Effectivement, les entreprises, elles ont un rôle très important étant donné qu'elles sont à la fois utilisatrices, mais aussi fournisseuses de fonctionnalités IA pour leurs clients. Je vois typiquement 55, nous, on utilise l'intelligence artificielle pour nos propres usages, mais on aide aussi nos clients à déployer des projets autour de l'intelligence artificielle. Donc, on a cette responsabilité, cette double responsabilité. Et c'est vrai que parfois, quand on discute avec nos clients, on entend qu'ils ont un peu peur d'intégrer le sujet carbone dans les problématiques intelligence artificielle, parce qu'elles ont peur que si on commence à regarder l'impact carbone, ça vienne freiner finalement l'adoption de l'intelligence artificielle et l'innovation qu'elle lui associe. Et donc, nous, on trouve que c'est un peu dommage, parce que de toutes les manières, tout le monde finit par être plus ou moins au courant de l'impact environnemental lié à l'intelligence artificielle. Et donc, au contraire, en mesurant et en adoptant et mettant en place des bonnes pratiques, ça devient vertueux, et ça fait qu'on a une vraie utilisation vertueuse de l'intelligence artificielle. Et donc, comment on fait pour bien utiliser l'intelligence artificielle, avoir une démarche plus responsable? Nous, on a deux axes. Le premier, c'est déjà de s'intéresser au pourquoi on veut utiliser l'intelligence artificielle. Si on fait un parallèle avec la vie de tous les jours, on peut imaginer qu'on est quelqu'un qui se dise « Ah, c'est super sympa, mes voisins, ils ont tous une voiture, on dirait qu'on va super vite avec la voiture, en plus elle est jolie, voilà, c'est sympa. Moi aussi, j'ai envie d'une voiture. » Et ensuite, ils vont se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette voiture? Quel trajet je pourrais faire avec la voiture ?»
Et en fait, il se trouve que cette personne-là, elle doit traverser Paris tous les jours. Donc finalement, la voiture qui lui paraît si sympa, c'est pas vraiment ce qui correspond le mieux à sa problématique. Ça va être plus coûteux, plus carboné, etc. Vous me voyez venir. Et donc en fait, ça fonctionne de la même façon pour l'intelligence artificielle. L'idée, c'est pas de se poser la question comment je pourrais utiliser l'intelligence artificielle, mais plutôt quelles sont mes problématiques et est-ce que pour ces problématiques-là, l'intelligence artificielle est la meilleure réponse. Donc, parfois, on a des clients qui viennent nous voir en voulant faire des brainstorming pour trouver les meilleurs cas d'usage de l'intelligence artificielle, mais la problématique est plutôt quelles sont vos problématiques et ensuite comment on peut faire pour y répondre. Et si l'intelligence artificielle est vraiment la meilleure réponse, dans ce cas-là, on pourra effectivement définir une bonne méthode pour que ce soit vraiment efficace. Et donc, si on veut déployer de l'intelligence artificielle en respectant des bonnes pratiques, on va avoir 2 axes. Le premier axe, la première partie, c'est plutôt technique. Donc, ce qu'on peut voir effectivement sur ce graphique qui est issu de notre étude, c'est que la première façon de réduire l'impact environnemental, ça va être de choisir la localisation du data center. Donc, en allant dans des régions qui sont avec une électricité moins carbonée. Ça, c'est si on a la possibilité de le faire. Parce qu'en fonction du modèle que l'on choisit et la façon dont on va le déployer, on n'aura pas forcément la main là-dessus. Mais en tout cas, c'est la première façon de commencer à réduire l'impact environnemental. La deuxième façon technique, ça va être de venir travailler sur le choix du modèle. Il faut choisir un modèle qui est adapté à notre problématique et pas choisir un modèle qui est super pour faire du code si nous, on veut faire de la traduction et inversement. Et enfin, on va plutôt travailler sur la façon dont les utilisateurs utilisent l'intelligence artificielle. On a vu qu'à chaque fois qu'on avait un prompt, on a autant d'impact carbone qui est généré. Donc finalement, si on a par exemple quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle et qui dit « Ah, mince, j'ai oublié de dire, mais j'aimerais avoir la réponse en anglais. Ah, en fait, j'aimerais avoir une réponse courte. » On a généré 3 fois des prompts, alors que si on avait bien préparé notre prompt, on aurait pu avoir une seule génération. Donc en fait, on voit que si on prépare son prompt et que si on a des utilisateurs qui sont formés et accompagnés, ils peuvent, rien que par leur utilisation, réduire l'impact carbone. Et en faisant tout ça, c'est vraiment très bénéfique pour tout, parce qu'on va bien sûr réduire l'impact carbone, mais on va aussi réduire les coûts, parce qu'on aura moins de tokens, moins de prompts qui vont générer du contenu. Et en plus, on va gagner en efficacité parce que l'exemple de la personne que je donnais tout à l'heure, elle avait dû générer 3 générations, alors qu'elle aurait pu en faire qu'une seule si elle avait un peu plus préparé. Donc, c'est vraiment très bénéfique. Merci beaucoup, Agathe, pour tous ces éléments. Donc, effectivement, sur déjà challenger le besoin et ensuite les solutions un petit peu techniques une fois qu'on a validé le besoin d'IA. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on rejoint aussi chez Sani où alors il y a deux biais qu'on voit. Parfois, on voit des clients parler d'IA alors qu'en fait, on ne parle pas d'IA. C'était l'exemple aussi du tirage au sort de la Ligue des champions de l'UEFA. On disait que c'était un tirage au sort à l'IA alors que c'était juste un programme, un algorithme tout bête, programmation traditionnelle. Un programme informatique classique. Donc voilà, il y a toujours déjà un peu ce premier biais. Et puis le biais parfois de se dire que en fait maintenant une solution programmatique à un problème est forcément l'IA, alors que on a des décennies de programmation informatique classique derrière nous qui peuvent résoudre tout un tas de solutions. Mais maintenant, il nous reste. Alors, on a démarré à 38, donc on essaiera de clôturer à midi 38 pour avoir une dizaine de minutes pour les questions. Il y a plein de questions intéressantes. Donc, merci encore beaucoup, Agathe et Grégory, pour déjà tous ces éléments. Je pense qu'il y a une première question que se posent beaucoup de personnes, et donc je vais lire la question de Lookman des Échos. Avec 2 questions. Quelles données carbone une entreprise devrait-elle suivre en priorité lorsqu'elle intègre des fonctionnalités basées sur l'IA? Et comment choisir entre des fournisseurs IA, OpenAI, Anthropic, etc., en fonction de leur impact carbone? Est-ce que Agathe ou Grégory voulaient tenter une première réponse? Effectivement, sur les données dont on peut suivre, ça va tout simplement être de se dire quel est l'impact carbone a priori de l'ensemble des générations qui vont être faites. Donc, pour pouvoir faire ce calcul, on va avoir besoin de savoir la localisation
le modèle, le nombre de prompts, la taille des outputs si on en dispose. Et ça nous permettra d'avoir une estimation de l'impact carbone de cette activité-là, qui permet ensuite d'être mis en regard avec les intérêts financiers ou les intérêts d'économie et d'efficacité. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question qui était posée. En tout cas, c'est un début de réponse. Et concernant le choix des différents fournisseurs, déjà, il y a un premier choix à faire sur est-ce que c'est le meilleur fournisseur par rapport au cas d'usage que vous avez. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes spécialités. Et ensuite, en tout cas, sur la plupart d'entre eux, il y a toujours des versions qui sont moins carbonées. Déjà parce qu'en fonction de leur localisation, ils n'ont pas tous les mêmes impacts. Et ensuite, au sein même d'une même version, je sais que Gemini, typiquement, entre la version Flash et la version non Flash, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, effectivement, on peut mieux choisir selon ces différents éléments-là. Grégory, n'hésite pas si tu veux Oui, non, compléter après, aussi. on peut compléter sur des éléments, mais qui sont plus techniques et qui sont, encore une fois, encore en phase plutôt de maturation. Mais nous, par exemple, donc on intègre, on ne fait pas, nous, on n'a pas de LLM chez OVH Cloud. Hein. On a choisi de ne pas entrer sur la phase d'entraînement de modèle. Par contre, en tant que Cloud Service Provider, on va référencer, encore une fois, entre 20 et 30 modèles en open source et on va les faire fonctionner de la manière la plus efficace possible. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes qu'on appelle par exemple le context caching, où en fait l'idée c'est que par rapport à un ensemble de requêtes, on va garder en fait des éléments contextuels dans l'interaction avec le end user, qui permet derrière de justement pouvoir aller router sur la partie du modèle qui est la plus intéressante par rapport, encore une fois, au contexte de discussion. Et ça, c'est important parce qu'il y a un changement quand même d'architecture dans les modèles où les modèles vont être splittés en N petits modèles qui vont être spécialisés, ce qu'on appelle les modèles experts, et que toute la stratégie du prompt, de la gestion du prompt, sera d'aller router vers le bon modèle dès le départ, de manière à ne pas faire tourner toute une mécanique infernale pour en réduire l'impact environnemental. Après, il y a aussi cette logique de ce qu'on appelle le speculative decoding qui permet en fait de commencer par des premiers modèles petits, et puis si les résultats ne sont pas satisfaisants, d'aller chercher des modèles un petit peu plus larges. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Au bout du bout, ça demande quoi tout ça? Ça demande finalement de se dire que ce n'est pas une boîte noire l'IA et qu'à date, des utilisateurs dans le domaine de l'entreprise, quand ils vont venir embarquer en fait de l'application connectée à l'IA, il va falloir qu'ils s'intéressent à ces sujets. Encore une fois, s'ils ont la volonté derrière de réduire l'impact environnemental, mais ça se traduira aussi par l'impact financier au bout du bout. Hein. S'ils ont envie de le faire, il faut qu'ils s'intéressent à ces sujets de manière à vraiment avoir les bonnes stratégies d'interaction avec les plateformes. Et on peut aussi parler de la façon dont on déploie les modèles. On peut décider de choisir un modèle open source pour vraiment maîtriser les différents éléments, bien connaître les données d'usage, mais on peut aussi, en travaillant avec des modèles privés, décider un peu plus de leur architecture et aussi de discuter des terms and conditions avec les fameux fournisseurs de l'intelligence artificielle. Ce qui nous permet d'avoir un peu plus de maîtrise de ces données qui nous permettent ensuite de maîtriser le bilan carbone, mais aussi les notions de coût. Et pour donner peut-être aussi un élément de réponse, en donnant l'exemple de notre propre cas d'usage aussi chez Samy en tant qu'éditeur de logiciels, on se pose aussi effectivement la question de comment certaines fonctionnalités qui fonctionnent avec des LLM puissent apporter de la valeur à nos utilisateurs. Un exemple, c'est une fonctionnalité pour assigner automatiquement des facteurs d'émission à des fichiers de millions de lignes qui ferait que le faire manuellement est absolument impossible, où là, l'utilisateur a le choix déjà entre utiliser la fonctionnalité à l'UA ou un usage manuel ou semi-manuel. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant en tant qu'éditeur de logiciel de toujours laisser le choix, de ne pas imposer l'utilisation de l'IA pour faire une action lors d'un usage. Et typiquement, effectivement, nous, on s'est posé aussi la question de quel fournisseur IA choisir pour développer cette fonctionnalité. Et on s'est posé les questions donc, que mentionnait Agathe, c'est-à-dire où est-ce qu'est localisée la donnée, quelle est la taille du modèle, et puis évidemment, est-ce que ça répond bien aux besoins.
Et en l'occurrence, on a choisi un petit modèle qui, un peu comme l'approche dont parlait Grégory, nous paraissait peut-être un peu petit, mais finalement répond aux besoins. Et en choisissant, en l'occurrence, c'était Mistral, un modèle de Mistral, parce que localisation, c'était à l'époque en Suède, maintenant ils ont un data center aussi en France. Voilà. Et donc, en tout cas, avec un peu les points que mentionnait Agathe sur quels critères finalement jouent sur l'impact carbone. Il y a une question qui est très importante sur justement les différents, plutôt sur l'usage IA générative, les différents usages entre texte, vidéo, etc. Donc, c'est la question de Ladislas que je relis pour tout le monde. La génération d'images consomme 10 fois plus qu'une requête texte standard et la génération d'une vidéo de 6 secondes 400 fois plus. Les requêtes texte Deep Research peuvent être très consommatrices. Est-ce qu'il ne faut pas insister plus sur ce point auprès des utilisateurs? Complètement. Moi, je suis très, très d'accord, surtout qu'on est en train de faire le volet vidéo de notre étude et on se confronte vraiment à l'ampleur du sujet vidéo et à quel point c'est plus complexe et plus consommateur de travailler sur des usages vidéo. Typiquement, pour donner un exemple, nous, on voulait donc localiser les machines pour faire notre test dans des régions plus faible empreinte carbone. Donc, on avait utilisé des machines aussi plus petites. Et en fait, on se rend compte que la qualité des vidéos qui sortaient lorsqu'on faisait ces tests-là était pas du tout exploitable. Et donc, on a été obligé d'augmenter la puissance des machines. Et le problème, c'est que les machines suffisamment puissantes pour héberger notre besoin, elles n'étaient pas dans les zones à plus faible empreinte carbone. Donc, on a dû, en plus de ça, aller dans les zones, notamment aux États-Unis, pour avoir les modèles vidéo qui fonctionnaient bien dans notre cas de figure. Donc, en fait, on voit qu'en plus de la nécessité de la puissance de calcul liée à ces nouvelles activités telles que la vidéo, on a en plus des problématiques liées à la taille des machines et leur localisation. Donc, je plus vois en tout cas cette nécessité de distinguer les usages et les usages les plus consommateurs. Merci Agathe. Une question peut-être sur justement ce sujet localisation data center de Florence. Donc c'est la première facile action entre guillemets, mais quelle part cela peut représenter en termes d'amélioration de l'impact? Donc ça rejoint le graphique que tu montrais tout à l'heure, Agathe. Ouais, il me semble que c'est moins 40% sur notre graphique. Donc là, c'est le résultat de notre étude. On a modélisé l'ensemble des émissions liées aux activités faites sur le modèle Llama 3, la famille de modèles Llama 3, pendant 1 an. Et donc, on a fait un changement en passant des data centers aux États-Unis à data centers au UK, et on arrive à une réduction de moins 40% sur l'ensemble de l'impact carbone de notre estimation. Donc, ça peut vraiment faire la différence. Et si on était passé sur des data centers en France, on aurait eu encore un gap encore plus fort. Oui, comme j'expliquais de notre côté, quand on fait le même calcul sur des plateformes H100 de NVIDIA, par exemple, on obtient moins 85% entre un pays comme la Pologne. Et les États-Unis sont pas... Ça dépend de quel État, parce qu'aux États-Unis, la réalité du mix électrique n'est pas le même quand on est en Californie ou quand on est en Virginie. Mais globalement, on arrive à moins 85%. Donc oui, pour répondre à la question, c'est un facteur hyper important. Hyper important. Mais après, attention à la quantisation, le type de plateforme sur lesquelles ça va tourner, c'est aussi très très important sur donc le volume d'électrons dont on aura besoin, sur l'énergie électrique dont on aura besoin. Et aussi sur le type de plateforme, n'oublions pas la partie aussi de ce qu'on appelle les embodied emissions, les émissions en fait de fabrication des matériels. Il y a de grandes différences entre les GPU, bien évidemment. Une GPU, juste pour illustrer le point, ce qu'on appelle de from cradle to gate, du berceau à la porte de l'usine où on va assembler pour faire un serveur. Globalement, c'est 160 kg d'équivalent CO2 par GPU. Donc, c'est pas neutre. Un CPU, à l'époque, c'était entre 5 et 20 kg d'équivalent CO2. Donc, on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur. Donc, l'aspect fabrication du matériel est aussi important. Donc, aussi, j'en arrive à un point. N'ayons pas peur, en tant que client, notamment pour des datasets privés, du deep learning, du machine learning d'entreprise, d'aller chercher des vieilles références de GPU. Parce qu'elles font le job. Et souvent, le facteur limitant, ce n'est pas la puissance de calcul, c'est aussi la manière dont on a codé en fait tout ça. Et donc, globalement, je
je vous invite à aller regarder des offres qu'on appelle de deuxième vie ou de troisième vie, hein, mais le côté une GPU devient obsolète au bout de 18 mois, nous, on ne le regarde pas ça. On ne le considère pas du tout. On pense qu'au contraire, il y a un futur. Et là, on est en train de réemployer des GPU qui avaient été introduites en 2017 pour le parallel computing ou en 2018 pour le gaming. Et ça fonctionne très, très bien. Il y a des usages pour ça. Merci beaucoup Grégory. Effectivement, juste pour préciser aussi, tu n'as pas cité la Virginie par hasard, puisque c'est un État américain où il y a beaucoup de data centers. Et donc effectivement, qui est plus carboné. Je crois que c'est à peu près 50% plus que la Californie, par exemple. Donc parce qu'il y a beaucoup de gaz en Virginie, notamment, pour la production d'électricité. Peut-être une dernière question avant qu'on clôture ce webinaire. J'espère que j'en ai pas loupé. On pourra peut-être pas toutes les prendre, mais une question de Greg sur comment faire pour comptabiliser l'impact environnemental de l'IA au sein des SaaS qui embarquent de l'IA. Salesforce, ServiceNow, SAP, par exemple. Est-ce que, Agathe, tu veux donner un premier élément de réponse à ça? Déjà, il ne faut pas négliger le fait que vous êtes des clients et que vous avez aussi un pouvoir vis-à-vis de vos fournisseurs. Donc, le premier élément, c'est de solliciter les SaaS pour leur demander de la donner justement sur ces impacts-là. Et après, en fonction de ce qu'ils pourront vous donner comme information, soit vous avez la donnée, soit il faut la recalculer. Et ça, c'est des enjeux méthodologiques avec, en utilisant les différents paramètres dont on a besoin. Et après, si on n'a pas les données d'usage dont on dispose, il faudra les estimer. Malheureusement, je n'ai pas plus précis que ça. Et peut-être un complément de réponse, pardon Grégory, juste sur notre retour d'expérience, nous, chez Samy. Alors déjà, on a du mal à passer à des données physiques sur les SaaS utilisés par les entreprises. Alors, je mets de côté les éditeurs de logiciels qui ont eux-mêmes un logiciel, mais voilà, aujourd'hui, ça se fait encore beaucoup en monétaire, dans les bilans carbone sur l'utilisation des SaaS, aussi parce que c'est très, très difficile d'avoir des infos précises. Et aussi un rappel voilà, il faut se concentrer à l'approche 80-20 sur ce qui est important dans le bilan carbone. Si l'usage des SaaS que vous utilisez, c'est 1% de votre empreinte carbone et Zendesk ou Salesforce, du coup, c'est peut-être 5% de ces 1%. Bon, passer du monétaire au physique, très bien, pourquoi pas, mais peut-être qu'il faudra se focaliser sur les 5-6 postes d'émission qui vont représenter des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles vous aurez des leviers. Donc voilà. Nous, on apprécie toujours, pour la beauté de la comptabilité carbone la plus précise, de gagner en précision, y compris sur l'utilisation des SaaS, mais s'assurer qu'on met les efforts au bon endroit aussi par rapport à ça. Eh bien, il est 12h41, on avait démarré un petit peu en retard, donc merci à tous ceux qui sont encore là pour avoir suivi ce webinaire. Un grand merci à Grégory et Agathe d'avoir participé et apporté toute leur expertise sur le sujet de l'impact carbone de l'IA. Vous recevrez toutes et tous le replay du webinaire ainsi que les slides. Et n'hésitez pas ensuite par email à nous poser d'autres questions, évidemment. Et encore une fois, un grand merci à toutes et tous. Merci. Merci Tanguy. Bonne journée. Au revoir Agathe. Au revoir. Merci, bonne journée à tout le monde.